Je passe à la deuxième diapositive. Donc, le point de départ de la communication, c'était étudier les villas des Basques émigrés de retour. Entre-temps, au cours de ma recherche, j'ai rencontré le travail de Viviane Delpech qui devait approfondir. Puis finalement, hier, j'ai eu l'impression qu'on restait un peu sur sa publication. Mais moi, entre-temps, je m'étais dit, Viviane va approfondir, donc je laisse ceci pour plus tard. D'autant qu'il était quand même assez difficile de se déplacer et d'aller prendre les photos sur place. Donc, on va voir quelques villas, mais je me suis ensuite beaucoup intéressée à le Pérou, pays d'émigration basque, découverte et à approfondir. Alors, Carlos Estela vient de nous parler à partir des années 1840 et on peut trouver de ces émigrants très locaux auparavant. Cela grâce à un contact, grâce au départ au site Émigration 64 de Christiane Bidonode qui parlait de plusieurs personnages dont Charles Barroyer. Et je suis entrée en contact et ça a été très agréable avec un descendant de Charles Barroyer qui a une correspondance et les compétences se complétant, nous avançons très vite dans qui est qui, quand est-ce que ça se passe, où, etc. Et la dernière partie de la communication que j'avais prévue, c'était sur les latino-américains, les sud-américains surtout, qui ont fait construire ici dans le Pays Basque ou qui ont de longues vies dans le Pays Basque, avec des fortunes variées. Et souvent, ce qu'on retient, ce sont les belles villas. Et comme disait hier Viviane Delpech, les villas cossues, mais qui ne sont pas forcément représentatives, qui sont représentatives de ces latino-américains cosmopolites ici au Pays Basque, qui ne sont pas forcément des personnages très fréquentables. Et puis, d'autre part, les villas des Basques de retour, ce qui reste, c'est là aussi des réussites. Et tous les émigrants qui sont partis n'ont pas aussi bien réussi, ou ne sont pas revenus, ou leurs maisons aussi ont été détruites du fait de la situation immobilière, du marché immobilier et de la pression immobilière. Donc, je vais passer très vite sur les diapositives pour... Ici, vous avez une liste qui est complètement incomplète, donc de ces villas d'émigrants basques de retour. Ensuite, j'avais repris, il se trouve que c'était les mêmes villas emblématiques, le château de Lota, où se trouve l'Institut culturel basque, qui a été construit par un émigrant du Hart enrichi dans le sud du Chili. Le musée de Guétari, Sarah Leguinea, qui est le résultat du succès de Jacques Hippolyte Lesca comme entrepreneur dans la conservation de la viande dans le Rio de la Plata et qui a joué un rôle fondamental pour le musée basque dans les années 20. Et la troisième villa est une représentation de l'intérieur de la villa Leiora qui ne se visite plus à Cibourg, avec des éléments de l'architecture hispanique. Cette villa ayant été construite pour Catherine Lacouture, née à Cibourg et épouse d'un émigrant des Barcelonettes au Mexique, Joseph Signoret. Des points communs
vous pouvez lire ce qu'il y a à côté des images. Les points communs pour toute cette architecture, c'est la fascination, d'une part, pour l'architecture pseudo-médiévale, qui aboutit à la construction de châteaux, et le terme de château est très représentatif, de châteaux néogothiques. On a tous les signes ostentatoires de l'ascension sociale, qui sont le blason, le nom de la maison, des colonnades, et puis l'acquisition de titres nobiliaires, devenir comte, éventuellement duc. Les cas de discrétion, de simple chalet, lorsqu'on n'avait qu'un chalet, on ne le retrouve plus aujourd'hui dans la géographie locale. Les vestiges du Nouveau Monde, c'était un point d'interrogation. Donc la recherche, elle est en cours, elle va se poursuivre. Ces vestiges du Nouveau Monde, ce sont dans les maisons, lorsqu'on a des azulejos, des vitraux, la ferronnerie, le fer forgé très travaillé, les patios. Viviane Delpech insiste sur la tour carrée, l'élément de la tour carrée, et la fausse rusticité. Tantôt, on va parler d'hacienda. J'avais en tête hacienda, et puis hier, on était plus orienté Argentine, c'est l'estancia argentine. Alors, et le Pérou, puisque mon domaine de spécialité d'abord, c'est le Pérou, et au fur et à mesure, j'élargis cette spécialité. Vous avez ici une carte donc, qui représente la route. Alors, la route des esclaves, au passage, c'était par la voie terrestre, et la route des émigrants, c'était par la voie maritime. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est essentiellement par le Cap Horn, Valparaiso, et des fois, les émigrants arrivaient jusqu'à Lima, Callao ou encore l'Équateur. L'autre route par l'isthme centra-américain était également possible, mais avec d'autres difficultés liées au climat. Alors, dans cette recherche, en fait, j'ai approfondi 3 figures qui correspondent, que je définis comme l'émigration précoce avant la vague de la seconde moitié du 19e siècle vers le Rio de la Plata. Ces 3 figures, mais il y en a beaucoup d'autres. Pour des questions de temps, je me suis attachée à 3 noms. Sauveur Soyer, je ne sais pas comment en basque ça se prononce. Bon. Et il y a beaucoup de graphies là aussi, et puis, mais la graphie la plus permanente au moment de la naissance à Saint-Palais, c'est celle-là. Ulysse et Isidore Duthé ou Dutheil, voilà, moi je dis Dutheil, de Baïgori, et Charles Barroyer ou Barroyer, né à Bayonne. Et ensuite, on en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Donc, c'est une recherche qui, en fait, démarre. Qui est Sauveur Soyer. Donc, il naît à Saint-Palais. C'est un personnage qui fait une carrière militaire tout à fait exceptionnelle au service des armées d'indépendance, puisqu'on le retrouve, il débarque au Pérou. Alors, comment est-ce qu'il débarque au Pérou? C'est un élément en cours de recherche. Arrivant du Chili, il prend part à un débarquement de San Martin, du général argentin San Martin à Pisco, et ensuite il va être dans les hautes sphères du pouvoir dès l'indépendance. C'est donc il prend part à la proclamation de l'indépendance aux côtés de San Martin. Gabriel Lafont, qui est un voyageur, un navigateur nantais, le mentionne dans son récit de voyage, disant que M. Soyer l'a introduit auprès du général San Martin.
Soyer revient en France et en particulier, on trouve dans un journal français de 1826 ce courrier par lequel il explique sa carrière et il se définit comme colonel de cavalerie. Bon, alors j'ai beaucoup d'autres choses sur ce personnage, mais je les laisse de côté. Ce que j'ai retrouvé, c'est le testament de sa mère, donc à Saint-Palais le 6 février 1829, et là, ceci rejoint des choses qu'on a entendues aujourd'hui. La mère de Sauveur Soyer dit « À supposer que Sauveur, mon fils, revint dans le pays et qu'il ait envie de conserver la maison d'Arceau. » Alors, c'est ma graphie, ma lecture de la graphie. Et ses dépendances, je désire, dis-je, que ma fille la lui cède, moyennant qu'elle reçoive de son frère en argent le montant des droits que lui confère le présent testament et aussi le montant de ses droits paternels. Que s'est-il passé avant, que s'est-il passé après? Alors avant, vous avez cet élément-là, grâce à monsieur Pierre Simonet, qui est un descendant des Barroyers et qui m'a envoyé une partie de la correspondance. Il se trouve que Sauveur Soyer a encadré le départ jeunes émigrants en 1826-1827 depuis le port de Bordeaux. Mais probablement, on peut imaginer qu'il est venu à Bayonne et le testament ne fait pas mention, ne permet pas de savoir s'il a rencontré ou non sa mère, puisque la mère a dit à supposer qu'il revienne. Donc, on a un élément de présence de Sauveur Soyer en France en janvier 1827, où le jeune Charles Barroyer, qui écrit à sa mère, dit « Nous passons 3 ou 4 heures de la journée avec le colonel Soyer, qui nous fait toujours l'accueil le plus amical. Tout nous fait croire que nous aurons en lui un zélé et puissant protecteur. » Et puis, en 1833, alors, il semble qu'en fait, une des motivations du départ semi-clandestin de Sauveur Soyer d'ici, il a eu une fille qu'il n'a pas reconnue, donc fille naturelle, ce qui rejoint aussi ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et on ne sait pas donc, quand est-ce qu'il est parti. On trouve quelques traces de son passage. Finalement, il se marie au Pérou. Il se marie au Pérou, il fait un très beau mariage avec Mercedes de Lavalle et Ulysse Dutheil de Baïgorry et Arnaud Larabour de Saint-Jean-Pied-de-Port sont les témoins de mariage. Ceci aussi, on peut le retrouver grâce à ce travail énorme qu'a fait le groupe des 4 mosqueteras dont il a été question hier, en prenant des clichés des archives à Nantes, des consulats. Sauveur Soyer, comme beaucoup d'autres, mais est l'un des premiers français à s'impliquer dans le négoce de cet engrais que les Européens commencent à exploiter, mais qui était connu de très longue date en Amérique, cet engrais qui est le guano. Donc Soyer meurt en 1849 et de nouveau, on a les témoins du testament, Ulysse Dutheil et Pierre Maury, qui sont chargés d'aller protéger ses intérêts, c'est ce qui est dit dans le testament que moi j'ai vu aux Archives nationales au Pérou, d'aller surtout le protéger contre d'éventuelles réclamations de la possible famille française. La famille revient ensuite à Biarritz en particulier, fait des séjours, des longues villégiatures à Biarritz. Et Isabelle Soyer, veuve d'Oyagüe, qui est un autre personnage très impliqué dans le négoce du guano, meurt à Biarritz en 1899, 19 rue des Falaises. Alors là, aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant du point de vue architectural. Je passe très vite aux frères Dutheil. Donc les frères Dutheil partis de Saint-Étienne de Baïgorry, long séjour à Lima, et puis revenus à Lecumberri.
Les frères Dutheil, Ulysse, né en 1802, et Isidore Dutheil en 1808, illustrent l'émigration précoce au Pérou. Ils sont fils d'un officier de marine. Cet élément est important et récurrent, le lien avec l'armée. Et aussi de Placide Arispe, c'est-à-dire qu'ils sont des neveux du maréchal napoléonien Jean-Isidore Arispe. Les deux frères ont étudié au lycée de Pau. Alors, j'ai un étudiant qui a fait une recherche là-dessus dans le cadre du mémoire, mini-mémoire que je donne à faire aux étudiants de master. Et à partir de ces données, j'ai repris le dossier. Grâce à Pierre Simonet, j'ai eu accès à cette même lettre dans laquelle on voit un petit peu la vie avant de partir. Charles Barroyer écrit à son père « Je donne une leçon de langue espagnole à monsieur Dutheil, qui à son tour me donne une heure de mathématiques. Après quoi, nous passons le reste de la journée avec monsieur Soyer, c'est-à-dire jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. » Les frères Dutheil sont revenus et surtout ont pris grand soin de faire retranscrire dans les actes sur les registres municipaux, sur les registres locaux, le mariage qu'ils ont réalisé. Et donc, l'accès à ces informations, là aussi, c'est grâce à une des associations de généalogie locale qui met à disposition, qui facilite l'accès à cette information. Alors, donc je laisse cette diapositive qui explicite l'enrichissement des Dutheil, et en même temps, il y avait déjà cette richesse de la famille et cette implantation des Arispe. Troisième personnage, Charles Barroyer. Donc, je dois ces informations grâce à la correspondance que m'a facilité monsieur Pierre Simonet. Il s'agit d'une famille qui est venue dans les Landes, une famille gasconne. Cependant, Charles est né à Bayonne et quitte Bayonne pour Lima à 22 ans, aux côtés d'Ulysse Dutheil, et ils sont guidés par Sauveur Soyer, comme je l'ai déjà dit. Une information sur le passage à Bordeaux. Nous vivons ensemble dans le même hôtel, dans la même chambre, nous mangeons à la même table, enfin nous ne nous quittons plus. La préparation du voyage au Pérou, très vite il se retrouve sans argent, pratiquement il a fait une reconnaissance de dette à ses parents pour 2500 francs et il a besoin, il prévoit le climat en fonction des informations qu'il a, il a besoin d'un chapeau de paille et d'une redingote d'été. Ces objets m'étaient indispensables. Il prévoit, il écrit aussi dans une des dernières lettres à sa mère, il prévoit de vivre loin 10 ans et il espère ensuite pouvoir revenir. Le frère aîné se rend à Valparaiso en 1834. Charles Barroyer, l'intérêt de ce personnage, et je vais m'arrêter là, il est tout à fait surprenant parce qu'il a une sensibilité sociale exceptionnelle. Pour s'en apercevoir, il fallait pouvoir lire ce qu'il a publié en espagnol. En espagnol, il a publié un livre qui est à la Bibliothèque nationale de France, qui est cet ouvrage, El Guano, sur le guano, opuscule concernant le guano, et c'est un personnage qui s'implique au fond dans ce que les Européens paient pour le guano. Ce n'est pas normal. Il faut que l'État péruvien exige beaucoup plus, et ce discours-là ne passe pas. C'est un personnage en même temps, ce qui est très curieux, c'est l'accès de ces émigrants basques aux plus hautes figures de l'État, c'est-à-dire donc San Martín, Bolívar, puis là, Barroyer, le général-président Castilla, le général-président de la Bolivie, Balibian, il l'a rencontré aussi. Alors, quel est le lien? Comment se fait ce contact? Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? C'est une piste, mais pour l'instant, je n'ai pas de preuve de cet accès aux plus hautes sphères de l'État qui semble incroyable de la part des migrants. Donc ce personnage de Charles Barroyer,
Par ailleurs, nous informe dans cet opuscule qu'une de ses sœurs a voulu propager l'usage du guano parmi les paysans des environs de Bayonne et a établi dans cette ville un dépôt, mais elle n'arrive pas à avoir assez de guano comme elle souhaite. Alors, la richesse, donc une richesse qui vient du guano et qu'on va retrouver ensuite pour les Sud-Américains qui s'établissent ici à Bayonne. J'ai mis dans cette diapositive toujours le guano. Des Péruviens et des Chiliens enrichis par les nitrates séjournent sur la côte basque à partir des années 1880. À l'origine de la villa Ehren de Biarritz, on a Arthur Ehren, qui est un Allemand, qui est né à Hambourg. Alors là aussi, suivant les sources, on va trouver qu'il est allemand, qu'il est chilien. Vu la ville d'origine, Ehren est un Allemand qui a un frère qui a fait construire cette villa très connue à Lima, qui s'appelle la Quinta Ehren. La famille Ehren se trouve donc à Biarritz, puisque un fils, né le 29 mars 1882 au château Nadayac, quand on lit les registres, donc les registres d'état civil en ligne, Pedro Ehren, né en 1882 au chalet Nadayac, tandis que le père, d'après l'acte d'état civil, se trouve en Allemagne, à Baden. Ehren, à partir de là, fait construire un hôtel particulier qui devient ce gigantesque palace qui a été acheté ensuite en 1918 et qui est devenu un temps Eliantem, puis Eliante. Et là, c'est une photo d'aujourd'hui que vous avez qui représente cette architecture très décevante et qu'on a dans toutes les grandes villes, cités balnéaires d'Europe. Autre cas de présence sud-américaine à proximité, Felipe Pardo, qui est le fils d'un président péruvien, Manuel Pardo, premier président péruvien civil en 1872. Un des fils, Felipe Pardo, achète le château Caradoc de Bayonne et il reçoit son frère, José Pardo, en exil à partir de 1919-1920. Et José Pardo, en plus, a épousé Carmen Ehren Barreda. Donc, toute la famille, toutes ces familles, Ehren, Pardo, Candamo, séjournent sur la côte basque à partir des années 1880. En 1952, ceci c'est le document que j'ai retrouvé aux archives départementales, le château de Caradoc est mis en vente par l'héritière de la famille Pardo. Là aussi, on a un titre de noblesse qui est acquis. Elle porte le titre de marquise de Fuentehermosa et on a le descriptif du château Caradoc. Pour finir, cette dernière diapositive, la Villa Fall à Biarritz. La Villa Fall à Biarritz, on la trouve attribuée, mise en relation avec l'écrivain, le baron Frédéric Arthur de Chaserio. Mais en fait, cette villa, elle avait été construite par Francisco Sergio Iturbe, fils de Basque émigré au Mexique. Et la villa tombe entre les mains de Chaserio parce qu'il épouse Hélène Idarov de Iturbe, une veuve, riche veuve du basco-mexicain Iturbe, qui écrit dans ce petit mot, qui se trouve là aussi aux archives départementales, qu'elle refuse absolument de laisser visiter la villa Fall. En particulier, elle refuse absolument que la villa soit visitée par son compatriote et sans doute proche parent dont il a été question hier, Carlos de Baistegui,
qui est l'ambassadeur du Mexique à Madrid et qui est propriétaire de mines d'argent au Mexique. Voilà. Et ces éléments de recherche en cours qui sont tout à fait passionnants. Moi aussi, il me reste à écrire l'article comme tout le monde. Voilà, je vais laisser la place à Ignace. Là, je coupe. Tu vas couper le webinaire. Oui. Ah oui. Ça n'a pas de sens. Comme ça, je vais passer le. Oui. Tout à fait.